On s'imagine souvent que le pouvoir, ça se prend d'un coup. Une bataille sanglante, un complot, cœur de la nuit. Et voilà, tout change. Mais et si c'était beaucoup plus lent que ça, presque invisible même? C'est l'histoire d'une dynastie qui n'a pas vraiment été renversée. Non, elle s'est éteinte, tout doucement, pendant qu'une autre, dans l'ombre, attendait son tour. Et elle a attendu longtemps, plus d'un siècle. Alors la question est posée, comment est-ce qu'on s'empare d'un royaume? On pense tout de suite à la manière forte, bien sûr, les grandes invasions, les armées qui déferlent. Mais pour les Mérovingiens, la réponse est, beaucoup plus surprenante. Non, vraiment. Oubliez l'invasion. Il n'y a pas eu d'armée ennemie aux portes, pas de grand choc des civilisations. Tout s'est joué en interne. On peut dire que c'était une affaire de famille, au sein même du royaume des Francs. C'est ça, la clé de toute l'histoire. Le pouvoir n'a pas été pris, il a été transféré. C'est un peu comme la plus grande promotion interne de tous les temps. Imaginez le numéro 2 qui attend tranquillement que le poste du numéro 1 devienne en fait complètement inutile. Ok, alors avant de voir comment tout s'est effondré, il faut comprendre ce qui était en jeu. Revenons un peu en arrière, à l'apogée des Mérovingiens. On est au début du 7e siècle, et là, franchement, ils sont au sommet. Ils dirigent un royaume immense, qui ressemble déjà un peu à ce qui deviendra la France et l'Allemagne. Et attention, on ne parle pas d'un petit règne. Les Mérovingiens, c'est presque 300 ans au pouvoir. Ce n'est pas rien. Ils ont vraiment bâti quelque chose de solide sur les ruines de l'Empire romain. Mais voilà, après leur dernier grand roi, le déclin s'amorce. Un déclin terriblement lent. Et ce dernier grand roi, c'est lui, Dagobert Ier. Un personnage central, parce que c'est un peu le début de la fin. Lui, il est puissant, respecté, il tient son royaume. Mais évidemment, pour gérer un territoire aussi vaste, il ne peut pas le faire seul. Il s'appuie sur des nobles très influents. Et parmi eux, il y a un nom qu'il faut absolument retenir. Pépin de Landen. Notez bien ce nom. C'est le fondateur d'une lignée qui va, à terme, éclipser complètement les rois. Après Dagobert, justement, les choses se gâtent. On entre dans une période qui va durer plus d'un siècle. Une période que l'histoire, ou plutôt ceux qui l'ont écrite plus tard, a baptisée l'ère des rois fainéants. Alors, roi fainéant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En gros, un roi qui a le titre, mais plus aucun pouvoir. Le truc, c'est que ce surnom, il n'est pas de l'époque. Personne n'appelait son roi comme ça. Non, il a été inventé bien après par ceux qui ont pris leur place. C'est de la propagande, pure et simple. Un coup de génie en communication pour justifier un coup d'État. Le mythe, on le connaît. Des rois paresseux, vautrés dans la débauche, complètement nuls. Mais la réalité, comme souvent, est bien plus nuancée. En fait, ces rois n'étaient pas tellement feignants. Ils étaient surtout impuissants, prisonniers d'un système qui les avait complètement vidés de leur substance. Et une des raisons principales, elle est presque biologique. Regardez-moi ça. Ils meurent tous hyper jeunes. 21 ans, 22 ans, 23 ans, à peine sortis d'adolescence. Sérieusement, comment voulez-vous construire un règne solide, imposer votre autorité, quand vous n'avez même pas le temps de devenir adulte? C'est impossible. C'était un cercle vicieux. Des rois enfants, des régences, et jamais de vrai pouvoir. Donc, si on résume, on a une sorte de tempête parfaite. Les rois arrivent sur le trône alors qu'ils sont encore des enfants, ils meurent trop jeunes pour s'imposer, le trésor royal se vide parce qu'il n'y a plus de grandes conquêtes pour ramener du butin, et à chaque fois, le royaume est divisé entre les héritiers, ce qui l'affaiblit encore plus. Et pendant ce temps, qui en profite? Eh bien, l'aristocratie, évidemment. Ce vide de pouvoir, il fallait bien que quelqu'un le comble. La nature a horreur du vide, comme on dit. Et ce quelqu'un, ce n'était plus le roi, c'était son bras droit, son premier ministre. C'est là qu'on va voir l'ascension de ces véritables maîtres du royaume qui gouvernaient depuis les coulisses. Et ce personnage, c'est le maire du palais. Au début, son titre n'est pas très impressionnant. C'est un peu le chef du personnel du roi, un intendant. Mais petit à petit, la fonction va complètement changer de dimension. Il devient le vrai patron. Chef du gouvernement, chef des armées, il décide de tout. En fait, il a absolument tout le pouvoir. Il ne lui manque qu'une seule chose, la couronne. Il faut imaginer le royaume franc de l'époque divisé en 3 grandes régions. En Neustrie et en Bourgogne, le poste de maire du palais, c'est un peu un siège éjectable. Ça se bat, ça complote, c'est très instable. Mais en Austrasie, à l'est, il se passe quelque chose de décisif. Une seule famille, les Pipinides, vous vous souvenez, les descendants de Pépin de Landen, réussit à confisquer le poste. Ils le rendent héréditaire. Le pouvoir se transmet de père en fils, comme pour les rois. Et évidemment, l'idée de prendre la couronne pour de bon, ça leur a traversé l'esprit. Il y a même eu une première tentative, un peu ratée. En 656, un certain Grimoald, de la famille des Pipinides, se dit « Allez, c'est mon tour ».
Il fait tondre le roi, à l'époque ça voulait dire qu'on le virait de la royauté, et il met son propre fils sur le trône. Sauf que ça ne passe pas. C'était trop tôt. Les autres nobles ne sont pas d'accord et Grimwald finit exécuté. La leçon est brutale mais claire. Avoir le pouvoir, c'est bien. Avoir la légitimité, c'est mieux. Le vrai tournant, le moment où tout bascule, c'est cette bataille, Tertry en 687. Là, Pépin de Herstal, un autre descendant de la même famille, écrase ses rivaux de Neustrie. Et à partir de ce moment, c'est fini. Il n'y a plus qu'un seul maire du palais pour tout le royaume, un seul homme qui contrôle tout. Bien sûr, il laisse un petit roi mérovingien sur le trône pour la forme, mais ce n'est plus qu'une marionnette. Bon, à ce stade, ils ont le pouvoir réel, c'est acquis. Maintenant, il ne reste plus qu'à transformer ce pouvoir de fait en pouvoir officiel. Et ça va se faire en 3 étapes, sur 3 générations, avec 3 personnages absolument hors normes qui vont finaliser ce coup d'État au ralenti. Voilà le sprint final. Acte 1, Pépin de Herstal, on l'a vu, unifie le pouvoir. Acte 2, son fils, Charles Martel, qui va se forger une réputation de héros. Et acte 3, son petit-fils, Pépin le Bref, qui va lui oser faire ce que personne n'avait réussi avant lui. Charles Martel, le marteau. Son audace est juste incroyable. Il est tellement puissant, tellement incontesté, qu'à la mort du roi en 737, il ne se donne même pas la peine de lui trouver un successeur. Pendant 4 ans, le trône reste vide, et personne ne dit rien. C'est la preuve ultime, éclatante, que le roi ne servait plus à rien. Et on arrive au coup de maître, signé par le fils de Charles Martel, Pépin le Bref. Lui, il a compris la leçon de son ancêtre Grimoald. Il ne va pas prendre la couronne par la force, non, il va la rendre légitime. Comment? C'est brillant. D'abord, il envoie une lettre au pape avec une question très simple, presque rhétorique. Au fond, qui doit être roi? Celui qui a juste le titre ou celui qui a le pouvoir réel? Le pape, qui a besoin de son aide, répond évidemment celui qui a le pouvoir. Avec cette bénédiction, c'est tapis rouge. Il dépose le dernier mérovingien, l'envoie au monastère, hop, sans violence. Puis, il se fait élire par les autres nobles. Et pour finir, il instaure un nouveau rituel, le sacre. Il se fait oindre d'huile sainte, ce qui le place au-dessus de tout le monde. C'est du génie politique. Et voilà, une nouvelle dynastie est née, les Carolingiens. Et leur première grande action, ce n'est pas de remporter une guerre, c'est de prendre le contrôle du passé, de réécrire l'histoire à leur avantage. C'est un point crucial à comprendre. Presque tout ce qu'on lit sur les derniers mérovingiens, cette fameuse image des rois fainéants, ça a été écrit par des gens qui travaillaient pour les Carolingiens. C'était dans leur intérêt de dénigrer leurs prédécesseurs. Pour légitimer leur propre pouvoir, il fallait absolument qu'ils prouvent que les anciens rois étaient des nuls. Alors si on essaye de regarder au-delà de cette propagande, qu'est-ce qui reste des mérovingiens? Eh bien un héritage énorme en fait. Ce sont eux qui ont mis fin à la période des grandes invasions en Occident. Ils ont réussi le mélange entre la culture gallo-romaine et la culture germanique. Ils ont dessiné la première carte de ce qui deviendra l'Europe. Et c'est même eux qui ont commencé à tisser ce lien si spécial entre le pouvoir royal et l'Église. Finalement, ils ont préparé le terrain pour l'empire de Charlemagne, le petit-fils de celui qui les a chassés du pouvoir. Au final, toute cette histoire des Mérovingiens nous pose une question essentielle. Le pouvoir, ce n'est pas juste gouverner. C'est aussi raconter l'histoire. Et on peut se demander, quand une dynastie tombe, qui a vraiment le dernier mot? Qui écrit le chapitre final? Parce que celui qui contrôle le récit, eh bien, il contrôle un peu le passé. Et donc, l'histoire elle-même.